Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture chuchotée de ce livre 2180 de Philippe Gonçalves. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de famille de l'auteur. Il est possible que vous ayez déjà vu des vidéos de lecture chuchotée de ce livre. Puisque l'auteur est venu me contacter, mais a aussi contacté d'autres ASMR artistes, comme Roxane ASMR par exemple. J'ai accepté de lire un petit peu ce livre parce que ça change des contes Disney. C'est un genre de livre que je n'ai pas vraiment l'habitude de lire, puisque c'est un petit peu de la science-fiction, même un peu beaucoup, et que moi je lis plutôt des témoignages. Mais je sais que vous aimez les lectures chuchotées. Et qui sait, peut-être que vous aurez envie de découvrir ce livre un petit peu plus. Toutes les informations seront en barre d'infos, donc dans la description, si vous avez envie de vous le procurer pour le lire en entier. Car les droits d'auteur font que nous n'avons pas l'autorisation de lire des livres en entier. Tout simplement parce que ce livre n'est pas libre de droit. Je vais vous lire le résumé. Année 2235, Eva Colline réside à Paris, dans ce nouveau monde devenu uniforme et égalitaire, où la vie des citoyens est entièrement codifiée par les autorités. Ludwig habite en Islande, chef-lieu des élites mondiales qui gouvernent la planète. Il mène une vie confortable et luxueuse, fruit d'un héritage familial. Tout les sépare, mais chacun d'eux détient un secret qui va les conduire à se rencontrer. Technologie, amour, politique, danger, trahison, découverte, intrigue. Et si l'histoire d'Eva et Ludwig pouvait changer l'ordre des choses? Première partie, la vie d'Eva. Chapitre 1. Paris s'éveille. 6h45 exactement. Il est l'heure de se lever. Une voix suave se fait entendre dans tout l'appartement, accompagnée d'une musique zen. Eva s'étire doucement dans son lit. Elle ne se lève pas tout de suite, en dépit du volume de la musique qui se fait de plus en plus fort
jette un œil sur l'extérieur, tandis que le lit se met à bouger pour s'intégrer au mur. Elle voit les silhouettes du voisinage commencer à s'activer. Toutes les habitations se ressemblent trait pour trait. 2 petits appartements sans balcon, d'un plan impeccable à l'intérieur, dans une parfaite uniformité. Pour faire face à la surpopulation, chaque mètre carré a été optimisé. Les tables et les chaises sont moulées directement dans le sol. Les étagères, elles, sont intégrées au mur. Les lieux de vie se résument à des espaces froids et minimalistes, totalement standardisés et dépouillés au maximum de tout superflu. Eva remarque qu'entre les formes géométriques dessinées par les immeubles qui s'étalent à l'horizon, le soleil parvient à percer au loin. Elle contemple les premiers rayons lumineux du matin levant. Elle ressent alors le temps de quelques secondes, un fugace bien-être intérieur, l'éloignant de cette mauvaise humeur qu'elle n'arrive pas à expliquer et dont, à vrai dire, elle n'a même pas conscience. Elle se rend dans le salon, une lumière aseptisée s'allume automatiquement. Radio, dit Eva. On entend alors un journaliste donner les nouvelles du matin. Le ton enthousiaste du commentateur tranche avec l'atmosphère glaciale des lieux. Bonjour à tous, nous sommes le 26 septembre 2235. Aujourd'hui à Paris, la journée s'annonce ensoleillée, du lever au coucher avec seulement quelques petits développements nuageux. L'après-midi, pas de précipitations en vue. Les températures seront de 17 degrés le matin et 26 degrés durant l'après-midi. Un pic de température à 28 degrés est attendu vers 16 heures. Nous vous souhaitons une très belle journée. S'ensuit un jingle de musique classique censé mettre les auditeurs dans les meilleures dispositions possibles avant d'aller travailler. Stop Radio lance Eva d'un air blasé, tout en scrutant un écran holographique devant le mur, juste à côté de la porte d'entrée. Une liste de tâches y est projetée. Certaines indications sont en vert, une seule est en rouge. Il y a une note également située tout en bas. En vert, elle lit les onglets suivants: propreté, sommeil. En rouge, l'onglet rangement clignote. Eva remarque en effet qu'elle a laissé une tenue sur une chaise du salon, au lieu de la ranger bien consciencieusement. Elle s'en saisit, l'introduit dans un hublot incrusté dans le mur et lance la commande vocale suivante: lavage. Quelques minutes suffisent pour que le vêtement en ressorte propre, frais et prêt à porter. Elle n'a plus qu'à le sortir de la machine à laver pour le ranger. Eva retourne à l'écran et sourit en observant sa note hebdomadaire de propreté. 18,3 sur 20. La semaine dernière, sa note moyenne n'était que de 16,1 sur 20. Elle sait qu'en restant au-dessus du seuil des 12 sur 20, elle s'évite la venue en comprendre d'un agent d'entretien qui, durant tout un week-end, vient former les citoyens à la bonne tenue d'un logement, afin que la propreté et l'hygiène partout ne soient pas de 20 mots. En dessous de la moyenne, ce sont les autorités qui prennent le relais, et vous risquez de fortes amendes, voire même l'emprisonnement en cas de récidive. La voix du réveil se manifeste à nouveau. Il est 7 heures, heure de votre toilette. La salle de bain est en tout point conforme au salon. Un espace blanc minimaliste et fonctionnel, sans aucune décoration. Sous la douche, elle lance tout simplement douche. Comme par enchantement, une eau à température idéale se met à couler. Ce moment lui procure une agréable sensation de détente,
Elle se dit qu'un léger ombrage sous ses yeux en renforcerait l'éclat. Elle a déjà vu quelque chose là-dessus. C'était un documentaire sur lequel elle était tombée totalement par hasard. On y voyait notamment de jeunes femmes du XXIe siècle, maquillées, apprêtées et la peau légèrement colorée. Oui, un peu de maquillage, ça m'irait bien, pense-t-elle en elle-même. Mais à son époque, ça serait complètement impensable. Tout d'abord, le port du maquillage la distinguerait du reste de ses concitoyens. Or, se différencier n'est plus permis par la loi. L'égalitarisme est devenu une obligation qui ne tolère plus aucune exception dans cette société. La liberté est dépeinte par le discours officiel comme la porte aux divisions, aux inégalités et à la violence. Et puis, on lui avait répété depuis sa tendre enfance que se différencier c'était mal et contraire au principe d'égalité. On l'encourageait à se conformer à la norme et à être comme les autres. Impensable enfin, car du matin au soir, les médias ne cessent de rappeler les vertus de l'uniformité dans la vie quotidienne. Toute sa vie, Eva s'était montrée soucieuse de respecter les codes de la vie en société. Bonne élève, ses instituteurs avaient maintes fois souligné son comportement modèle. Ses parents aussi très protecteurs lui ont inculqué le principe de respect de la communauté, d'obéissance à la loi et l'importance de l'égalité entre tous les citoyens. De nouveau dans la chambre, elle ouvre une étagère, intégrée pour y prendre sa tenue. C'est rapide car tous les vêtements sont les mêmes. Une tenue noire ajustée, col haut, en tissu intelligent, thermorégulé, qui permet de garder le corps à température idéale, et ce, quel que soit le temps à l'extérieur. La voix retentit de nouveau. Vous n'avez pas encore pris le petit déjeuner. Un ding se fait entendre dans la minute qui suit. Le centre de la table de cuisine s'ouvre pour laisser apparaître un plateau repas tout prêt. Café, céréales en sachet, fruits lyophilisés et compléments alimentaires sous forme de pilules. Bon appétit retentit. Eva s'assoit et ingurgite de mauvaise grâce ce petit déjeuner fade et insipide. C'est une étape quasi automatique, sans plaisir. Seule son attention est portée sur l'écran qui calcule, à coup de statistiques et de liaisons par onde avec le corps, ses taux de glycémie, vitamines, cholestérol, globules, hormones, etc. Un vrai check-up matinal très approfondi est réalisé pour détecter tout problème de santé. Télévision lance-t-elle. Un écran holographique apparaît en face d'elle. Des images en très haute définition sont projetées dans le vide, sans support. Un premier reportage est diffusé. Le journaliste présente les rues de Paris au petit matin. Les mesures prises par la municipalité s'avèrent très efficaces. Dans ce petit quartier, tout est calme, propre, paisible et harmonieux. Une de ses habitantes m'a fait part de sa joie et remercie le conseil pour sa préoccupation constante à l'égard du bien-être de sa population. Les habitants de Paris semblent tout pleins de gratitude envers lui pour ce cadre de vie et cette paix qu'il contribue à leur apporter chaque jour. Chaîne 2 prononce Eva à haute voix. La télévision qui se commande par la voix fonctionne sur un système thématique. Chaque chaîne est dédiée à un sujet. Les informations, les films et séries, les divertissements, jeux vidéo, la vie quotidienne et l'histoire. Ce sont les 6 chaînes uniques qui s'offrent aux citoyens. Et toutes appartiennent à un même groupe de médias, placé sous la tutelle directe du ministère de la Communication.
des experts mandatés et font l'objet de commentaires destinés à justifier l'avènement de ce nouveau monde. Elle tombe sur un reportage concernant le tout début des années 2100. En 2130, tout n'était que chaos, pauvreté, violence, inégalité et injustice. Les miséreux constituaient 80% de la population et leurs ressources financières étaient insuffisantes pour survenir à leurs besoins primaires. Cette population vivait exclue de la société de consommation et n'avait aucun accès à l'éducation ou aux soins médicaux. En résumé, d'un côté, nous avions une majorité de citoyens pauvres, bénéficiant de conditions de vie indécentes, et de l'autre, une minorité aisée, vivant dans l'opulence, le confort et la sécurité. Une société injuste, divisée, violente et inégalitaire. Voici comment nous pourrions qualifier la société du XXIe siècle. Différentes images défilent. Eva est saisie par l'une d'elles. Un magnifique immeuble avec des piscines à l'intérieur, des salles de bain en marbre italien, de la décoration luxueuse qui contraste avec les bas quartiers des bidonvilles, faits de tôle et de matériaux de récupération. Il y a une frontière très nette entre ces deux mondes, matérialisée par un haut mur électrifié et surveillé par des caméras et des agents armés. Ces bidonvilles s'étendent à perte de vue. Eva ne supporte pas les images de telles horreurs et détourne le regard à la vue de gens affamés. La voix du reportage commente: vous voyez le monde d'autrefois, toute cette injustice, cette pauvreté, cette horreur. Soudain, le programme s'interrompt. Un flash info spécial est diffusé. On y annonce l'arrestation d'un ennemi du peuple. C'est un homme particulièrement recherché depuis des mois. Il passe outre le système de surveillance ultra sophistiqué pour taguer des messages sur les murs de la ville. Tous les modes d'expression libre sont interdites par les autorités. La voix off de l'envoyé spécial commente: manifestement, cet individu insensé souhaitait semer le trouble dans les esprits. Voici le message de son dernier graffiti. De quel droit mettez-vous des hommes dans des cages? De quel droit ôtez-vous ces personnes au bocage? De quel droit ôtez-vous ces gens à l'aube, à la terre, au vent? De quel droit ôtez-vous la vie à ces vivants? Un individu dangereux pour le bien-être et l'harmonie de notre communauté, reprend le présentateur en plateau. Heureusement, cet agitateur qui sévissait depuis bien trop longtemps ne pourra plus nuire. Une bonne chose de faite. Notre ville va pouvoir retrouver son calme et sa sérénité. D'ailleurs, écoutons quelques témoignages. Un premier témoin, une vieille dame qui a assisté à la scène de l'arrestation et qui connaissait l'individu, déclare: c'est un jeune homme discret, poli, qui ne parle pas souvent. Je suis d'autant plus choqué et déçu de son comportement. C'est un fauteur de troubles qui doit être durement châtié. Vous savez, j'ai vécu le chaos d'autrefois. Et croyez-moi, cette époque est merveilleuse. Tous ceux qui veulent la remettre en cause ne sont que des utopistes criminels, dit-elle avec fermeté. Un autre passant est sollicité. Un jeune père de famille avec son enfant. C'est une honte. Certains ont besoin de se révolter pour exister, quitte à déranger tout le monde et à créer la discorde. Et ces graffitis, à quoi servent-ils, à part dégrader les rues et les immeubles? Qu'ils soient enfermés ou mis à mort, c'est tout ce qu'ils méritent. Enfin, une jeune femme de l'âge d'Eva, approximativement, fait partie des personnes interviewées. La poésie, c'est un ridicule. Des sottises pour les gens naïfs et crédules d'autrefois, affirme-t-elle en toute sincérité. Le présentateur en plateau reprend la main. L'arrestation de cet ennemi du peuple est un soulagement pour tous. Puis il regarde
fixement la caméra, tandis qu'un léger élan travelling avant s'effectue sur lui, comme pour souligner l'importance de ces mots. Les contestataires sont des traîtres, mais ils ne réussiront jamais à briser l'harmonie de notre belle société. En regardant le reportage, Eva sent en elle une profonde empathie pour cet ennemi du peuple. Elle est d'abord touchée presque d'instinct par les vers du poème qu'elle vient d'entendre. C'est beau, se dit-elle, mais elle se sent aussi gagnée par une contradiction intérieure, un sentiment de culpabilité d'en avoir apprécié la saveur. Elle replonge alors dans une morosité, son humeur s'assombrit. Activité émotionnelle trop intense s'affiche en rouge et clignote. Les images s'arrêtent soudainement, tandis que la voix off du réveil et une musique apaisante se font entendre à nouveau. Soyez heureux, tout va bien, vous êtes en sécurité. Aussitôt, la table s'ouvre avec un nouveau plateau sur lequel est placée une pilule. Sans même réfléchir, elle l'avale, puis constate avec soulagement que l'écran redevient vert. Elle-même se sent mieux, plus calme intérieurement, plus solide et prête à affronter sa journée. Elle se détend immédiatement. 7h30 rappelle la voix off. Il est temps d'aller travailler, le peuple compte sur vous. C'est déjà l'heure, dit Eva à haute voix, tandis que le plateau repas disparaît sous la table automatiquement. Elle sort avec précipitation, en oubliant son médaillon. Chaque personne doit porter en permanence à l'extérieur ce médaillon sur lequel sont inscrites l'ensemble des informations le concernant. C'est une sorte de carte d'identité biométrique complète que le citoyen doit garder sur lui en permanence. Mais son utilité est multiple. Premièrement, c'est un moyen d'identification qui sert à tracer tous les déplacements des concitoyens auprès des bornes et capteurs placés un peu partout dans les rues et les bâtiments. Deuxièmement, c'est un porte-monnaie virtuel permettant d'effectuer les achats et paiements tracés, eux aussi, par les autorités. L'argent liquide a disparu et il n'est plus possible de réaliser un achat de façon anonyme. En résumé, ce médaillon est un outil de surveillance extrêmement sophistiqué pour les autorités qui permet de connaître les faits et gestes des citoyens et d'intervenir rapidement si nécessaire. Au pied de son immeuble, alors que le sas qui sert d'entrée se referme, Eva prend quelques secondes pour contempler la ville. Il lui faut toujours quelques secondes pour passer de son cocon intérieur au monde extérieur. Les bruits et les comportements des individus ont beau être strictement réglementés, difficile de faire d'une ville de 8 millions d'habitants un havre de paix et de sérénité. Et pourtant, tout est impeccable, propre et harmonieux. Les infrastructures sont entretenues et gérées à la perfection. Les bâtiments d'habitation sont tous de grands immeubles semblables. Des hologrammes lumineux les surplombent comme des messages publicitaires. On peut y lire « Merci de contribuer à un monde meilleur » ou bien encore une seule voix, celle du peuple. Eva observe les gens autour d'elle. Ils ont la mine préoccupée, marchent de façon mécanique et sont vêtus de leur tenue noire. Leur air est sombre, pas un sourire, rien ne dépasse, tout est cadré. Chaque jour, la même scène se répète inlassablement, comme un air de déjà-vu. D'ailleurs, dans moins d'une minute, son voisin du dessus, un jeune père de famille, va sortir avec ses deux filles. L'aînée tenue par la main gauche, la cadette par la droite. Eva lève les yeux, le voilà en effet comme tous les jours précédents, qui sort de l'immeuble avec ses deux filles. Elle sait aussi qu'en regardant à sa gauche, des agents d'entretien vont,
à 7h40 pile, installer les machines de nettoyage sur l'avenue. Et ça ne manque pas. Ils arrivent comme à leur habitude, déchargent le matériel et installent des machines équipées de nettoyeurs haute pression, aérionisés et des aspirateurs balais sur les trottoirs. Eva expire profondément, pensant que sa journée ressemblera invariablement à toutes les autres. Mais le destin lui réserve son lot de surprises, et la première ne tarde pas à survenir. Plongée dans ses observations et ses pensées, elle marche en direction de la station de transport, sans se rendre compte de l'oubli de son médaillon chez elle. Mais les capteurs de détection qui constellent le sol ont vite repéré son absence. Comme toutes les bornes placées un peu partout dans les rues et bâtiments de la ville. À peine a-t-elle parcouru 50 mètres que 6 agents de police casqués et lourdement armés de fusils d'assaut laser font irruption devant elle dans un véhicule blindé. L'un d'eux braque son fusil dans sa direction. Numéro d'identification, lance sèchement le premier qui s'approche d'Eva. 6, 8, 4, 7, 5, 2, 2, 1, 4, dit-elle en paniquant. Le policier consulte les informations qui apparaissent sur sa visière. Des données y sont transmises. Eva Collin, vous travaillez à la sécurité de la ville? Oui, qu'y a-t-il? Un problème. Vous avez oublié votre médaillon, reprend l'autre agent qui range son arme. Eva tâte son cou pour vérifier la présence de son médaillon et se rend compte à l'évidence de son oubli. Pour se confondre ensuite en excuses. Pardonnez-moi, j'avais la tête ailleurs ce matin. Je suis navrée. Heureusement que vous travaillez à la sécurité. On a embarqué certaines personnes pour moins que ça. Ça ira pour cette fois. Mais prenez garde. La prochaine fois, ce ne sera pas un simple avertissement. Oui, cela ne se reproduira plus. Les 5 agents de police repartent aussitôt dans leur véhicule, tandis qu'Eva retourne chez elle récupérer son précieux médaillon d'identification. À son retour à l'extérieur, elle patiente devant l'arrêt du métro aérien à très grande vitesse, le Skytrain. Des wagons placés dans des tubes en verre ultra résistants posent et déposent des citoyens. Les hauteurs de la ville sont parsemées de ces multiples tubes transparents qui se croisent et s'entrecroisent, comme autant de lignes aériennes permettant de se rendre rapidement à l'autre bout de la ville. Ces wagons sont comme propulsés à l'intérieur de ces tubes, formant comme une nuée de bulles qui parcourt le ciel à haute vitesse. Les voitures sont rares et les citoyens ordinaires n'en disposent pas. Seules les forces de sécurité et les personnes influentes de Paris peuvent circuler en voiture sur ces grandes artères qui structurent la ville. Elle regarde sa montre qui lui indique un retard de 7 minutes et 12 secondes. Elle commence à stresser. Elle redoute d'être soumise à un interrogatoire strict de la part de sa hiérarchie et des sanctions qui peuvent en découler. Dans cette société, les retards sont considérés comme une faute professionnelle grave. Eva attrape la première navette qui se présente à elle. Le départ est annoncé dans moins de 5 minutes. Son attention est attirée par une affiche virtuelle projetée sur la paroi métallique du fond de l'engin. Il s'agit des gros titres du seul journal accessible et légal, La Tribune du Peuple. C'est un numéro spécial sur le grand cataclysme qui a eu lieu en 2160 suite à l'effondrement complet de l'économie mondiale. Le journal titre en couverture « Gloire à ces visionnaires de notre temps » en parlant des élites mondiales qui ont mis en place ce nouveau système égalitaire en 2180 pour remettre l'humanité en ordre de marche. L'époque chaotique d'autrefois a laissé place à un nouveau monde paisible et harmonieux, peut-on lire en gros titre.
accès, Eva a le temps de feuilleter quelques pages en s'approchant de l'affiche. Elle les fait défiler d'un geste du doigt dans le vide. Elle tombe notamment sur des photographies qui la choquent. Sur l'une d'elles, renvoyant à ce qui est communément appelé l'ancien temps, on peut voir deux hommes en train d'agresser violemment une femme, tandis que deux autres personnes ensanglantées sont à terre. Sur une autre, on peut voir un couple tout sourire sur un yacht majestueux, stationné sur un quai aux eaux turquoises, alors même que de nombreuses personnes sont en train de mendier en arrière-plan. Quelle période terrible, se dit-elle. Mais elle remarque sur une image des enfants en train de jouer et de rire au milieu de bâtiments délabrés. Bien que la légende de la photographie s'intitule « Un monde effondré », Eva s'attache plutôt au regard farceur et plein de joie des enfants. L'image offre un contraste saisissant avec les mines sombres et maussades des gens dans la rame. Elle lève les yeux et regarde autour d'elle. Les individus entassés par dizaines, habillés de la même manière, préoccupés, le regard vague ou morose. Dehors, même spectacle, des ombres marchent, traversent, avancent mécaniquement d'un point A vers un point B. C'est une chorégraphie urbaine qui se répète ainsi tous les jours dans une routine mortifère, mais que les services de la propagande, par le biais des médias, présentent comme formidable. Tout se répète inlassablement. L'immense majorité de la population n'a pas conscience de cette funèbre routine et se contente de son sort. Mais Eva semble commencer à s'interroger sur le bien fondé de ce nouveau monde. Paris elle-même semble sans vie aux yeux d'Eva. Des structures froides, des immeubles identiques, de grandes artères bondées par ces condistoires fantômes. À l'horizon, il n'y a que de grandes tours uniformes dans un alignement géométrique presque parfait. Les espaces verts sont assez rares, de même que le piaillement des oiseaux. Le soleil a beau continuer à percer, il ne parvient pas à réveiller l'âme de la ville, ni celle d'Eva dont la déprime se manifeste à nouveau en arrivant à cet arrêt. Tout à coup, sortant de ses pensées, elle remarque une petite fille en train de sangloter à l'autre bout de la rame. Personne ne lui accorde la moindre attention. Les passagers sont dans l'indifférence la plus totale, préoccupés par le fait de commencer une longue journée de travail. Eva elle-même hésite de peur de se faire remarquer. Mais cette petite fille qui souffre la touche. Elle est seule, sanglotant au milieu de cette foule. Elle s'approche d'elle en dépit des difficultés à progresser dans la rame, qui est bondée. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es perdue, demande Eva. Sa voix agréable et pleine de douceur calme aussitôt la fille. Non, j'ai trébuché en me faisant mal là, dit-elle en montrant sa cheville. J'ai mal quand je marche. Laisse-moi regarder, tu sembles avoir la cheville foulée. Écoute, je vais arranger ça, mais tu me promets de ne rien dire à personne, d'accord? Oui, répond la petite fille en ravalant ses sanglots. Eva, profondément émue par la souffrance de cette gamine, se met à poser les mains sur la cheville. Une énergie dense et douce à la fois provoque une légère chaleur concentrée dans la chambre de la petite fille. Eva la regarde. Voilà, tu vas pouvoir remarcher maintenant. Mais je n'ai plus mal, fait-elle en s'exclamant. Puis voyant Eva lui indiquer plus de discrétion en mettant un doigt sur sa bouche, la fillette ajoute en murmurant: Tu es magicienne. Mon papa me raconte souvent des histoires de magie avant d'aller au lit. Oui, je suis magicienne, mais c'est un secret, chuchota Eva sur un ton un peu amusé. Il faut me promettre de ne rien dire à personne, d'accord? Attention, si tu parles de ça à qui que ce soit, je serai obligée de te lancer un sort pour te punir, murmura-t-elle avec un sourire retenu. Oui, promis juré, je n'en parlerai
personne, chuchota la petite fille, qui acquiesça d'un signe de tête. Le train arriva à destination. Eva jeta un œil inquiet sur sa montre et les indications de son retard. Le bureau du service de sécurité de la ville est situé en périphérie. Il ne se distingue pas du reste des bâtiments administratifs, si ce n'est par des points de contrôle qui en limitent l'accès le long d'un immense hangar. Le premier de ces accès est une simple barrière avec un agent de contrôle. C'est un ami d'Eva. « Tu as 15 minutes de retard », dit-il avec un léger sourire. « Oui, je sais, pas la peine d'en rajouter. J'avais oublié mon médaillon. » « Tu n'as pas eu de problème avec la police ?»« Si, j'ai été sermonné par des agents. »« Tu as eu de la chance. En général, la procédure dans ce cas, c'est mise en détention et interrogatoire pendant quelques heures, le temps de récolter toutes les informations sur le prévenu. »« Je sais. Je te rappelle que je m'occupe des dossiers concernant les délits. Je connais très bien la procédure. Dis-moi, j'ai un petit service à te demander. Tu peux faire quelque chose pour moi? Pour mon retard? » Oui, évidemment. Tu sais bien que je ne peux rien te refuser, dit le vigile sur un ton séducteur. Allez, circule, je m'occupe de ton retard. Eva s'affranchit la barrière et s'engouffre dans ce long couloir, en s'installant sur un tapis automatique, tandis qu'elle entend son ami prononcer ces mots dans son casque de transmission. Eva Collins, retard excusé, laissez passer. Elle traverse différents sas. Dans l'un, elle doit poser sa main pour déclencher la reconnaissance digitale et regarder un objectif pour une analyse de l'iris. Dans un autre, un faisceau de lumière verte scanne son corps de la tête aux pieds et vérifie les informations contenues dans son médaillon. Au dernier, elle doit décliner à haute voix son identité et numéro d'identification pour une authentification vocale. À cette dernière étape, un questionnaire apparaît sur un écran virtuel. Avez-vous des éléments dans votre vie personnelle à nous déclarer? Eva se sent toujours un peu mal à l'aise lorsqu'elle doit répondre à cette question quotidienne. Elle a l'impression d'une intrusion dans sa vie intime. Elle hésite à évoquer l'oubli de son médaillon. Elle réfléchit à autre chose, mais rien. Rien en effet dans sa vie paisible et routinière ne mérite une mention particulière. Après avoir validé le questionnaire, s'ouvre alors une lourde porte blindée, derrière ses collègues, en train de s'activer telle une ruche d'abeilles. C'est un espace immense, en open space. Son poste de travail porte le numéro 72. Étrangement, règne une discipline toute professionnelle. Peu de bruit, si ce n'est les cliquetis de validation sur les écrans holographiques. Tous ses collègues sont concentrés à lire les pièces des dossiers à traiter. Il s'agit d'analyser les informations sur les personnes ayant commis des délits afin d'assurer un suivi, mettre à jour leur profil, évaluer les risques de récidive et surveiller leurs faits et gestes. Tous les dossiers de Paris sont centralisés ici. Mais grâce au système d'hypersurveillance, le niveau de crime grave est extrêmement bas. Les vols et agressions sont quasi inexistants. Les infractions se résument à de petits actes délictueux, comme des insultes, désobéissance aux règles, actes de rébellion, dégradation volontaire ou déplacement non autorisé. Par moments retentit un élément sonore avec une lumière rouge sur le côté du mur. Intervient alors un chef de service qui récupère le dossier. C'est généralement un cas important ou très particulier. Tout au bout de la salle, une énorme horloge digitale est affichée. Elle indique l'heure évidemment, mais également le degré de productivité du traitement des dossiers.
sans même dire bonjour à ses collègues. Leurs regards ne se croisent pas. Tous sont extrêmement concentrés face à leur panoplie d'écrans et hologrammes, au point que l'absence d'Eva n'avait même pas été remarquée. Elle se met au travail, crée de nouveaux dossiers pour les personnes arrêtées, avec toutes leurs informations personnelles. Elle analyse les données récoltées par leurs médaillons au sujet de leurs dépenses, déplacements, activités et même leur état de santé physique. Rien n'échappe au logiciel de surveillance sur lequel les employés travaillent. Tout y est répertorié, les informations recoupées, classées, analysées. Les individus ainsi suivis sont entièrement fichés, leurs moindres faits et gestes scrutés. 10 heures, la seule pause de 15 minutes durant la matinée. Les agents peuvent se détendre pendant ce temps de repos dans un grand espace réservé qui offre une vue superbe sur la ville. Auparavant, il y avait un mur qui en cachait la vue, par crainte que les employés ne soient trop oisifs. Mais contre toute attente, les cadences sont diminuées et le taux de dépression a augmenté. Finalement, pour des raisons de productivité, l'idée de dégager la vue pour aérer l'esprit des agents a été validée par la hiérarchie. Eva retrouve son amie Lorraine. Leur complicité est ancienne. C'est une femme du même âge, toute jeune maman. Tu as l'air bien fatiguée. Tu as fait la fête toute la nuit, dit Eva sur un ton ironique. Très drôle, lui répond son ami. Tu sais bien que les fêtes sont interdites. Les regroupements d'individus ne sont pas autorisés, tout comme la consommation de drogue ou d'alcool, reprend-elle comme si elle récitait une leçon apprise par cœur à l'école. Je sais, et tu n'es pas le genre de fille à braver les interdits. Avec tous les dossiers qu'on traite, on est bien placé pour savoir qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à ceux qui veillent sur nous. Mais alors, pourquoi cette fatigue ? Demande Eva plus sérieusement. Mon fils a fait des cauchemars en plein milieu de la nuit. J'ai dû me lever plusieurs fois pour le calmer. Se réveiller en pleine nuit, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour être en forme le lendemain. Et puis j'ai des douleurs au bras gauche qui me handicapent. Ah, pour ça je peux peut-être t'aider. Laisse-moi voir. Eva tâtonne le bras de Lorraine, puis au bout de quelques secondes ajouta. Ce sont des douleurs musculaires. Ferme les yeux, je vais te soulager. Elle pose ses mains sur le bras de Lorraine et se concentre sur la zone où transmettre son énergie. Elle y diffuse une chaleur apaisante. En quelques minutes, l'effet est immédiat. La douleur de son ami a presque totalement disparu. Sa collègue ne retient pas sa surprise. Mais comment fais-tu ça ? Oh, ce n'est pas grand-chose. Comment réagit Lorraine ? Soigner les gens en posant tes mains, pas grand-chose. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Depuis toute petite, je possède la capacité de guérir par imposition des mains. Comment as-tu appris à faire cela ? Eva se lève en direction de la balustrade qui permet de contempler la ville. Il y a toujours ce beau soleil et un léger voile nuageux qui donne une lumière magnifique. C'est ma grand-mère qui m'a transmis ce don, dit-elle d'un air triste. Oui, je lui dois notamment cela. Elle continue de scruter l'horizon, pleine de nostalgie, à la pensée de sa grand-mère disparue. Excuse-moi, je ne voulais pas réveiller de tristes souvenirs. Ce n'est rien, c'est une personne qui a beaucoup compté pour moi. Elle était comme ma deuxième mère. Et tes parents aussi ont ce don? Non, en tout cas ils ne l'ont jamais exploité ou maîtrisé, si tel est le cas. Mais ma grand-mère m'avait dit un jour qu'elle sentait en moi une énergie dense, chaude et lumineuse. Elle m'a appris à gérer ce fluide intérieur. La première fois que j'ai réussi à l'utiliser, c'était sur moi-même. Un simple popo à la jambe. Je devais avoir 9 ou 10 ans, je ne sais plus exactement. Je me suis concentré sur l'emplacement de la douleur en apposant mes mains au-dessus. Et en quelques secondes, la souffrance avait disparu. J'ai ressenti ton fluide. C'était comme une vague de chaleur qui se condensait
là où ça me faisait mal. C'était plutôt agréable comme sensation. En tout cas, je ne souffre plus. Tant mieux si j'ai pu te soulager, mais j'insiste sur le fait que ça doit rester entre nous. C'est un secret que je ne veux pas ébruiter. À mon avis, tu devrais parler aux autres de ce don, lui rétorque son ami. Eva demeure alors songeuse. Je ne crois pas que cela soit une bonne idée. J'évite de me faire remarquer, je ne veux pas de problème. Ma grand-mère m'avait recommandé de rester discrète à ce sujet. Et, s'exclama Lorraine curieuse, elle a disparu. J'étais encore une enfant, je n'ai plus de souvenirs exacts, mais du jour au lendemain, elle n'était plus là, enlevée à moi. Un silence s'installa. Il traduit l'émotion d'Eva suscitée par ses souvenirs. Lorraine n'ose pas l'interrompre dans ce moment, puis elle finit par dire pour la sortir de sa mélancolie. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Eva se retourne en souriant, en me préparant un de tes gâteaux faits maison par exemple. Les deux amis rient, mais leur moment pour relâcher la pression est bref. Une voix résonne dans le bâtiment. Pause terminée. Veuillez regagner votre poste. C'est reparti, dit Lorraine. Avec le sourire, Lorraine, avec le sourire, taquine Eva. Au fait, tu as des nouvelles de Thomas. Comment se fait-il qu'il ne soit pas venu avec nous aujourd'hui? Demande Lorraine. Aucune idée. On rentre ensemble ce soir normalement. Son ami lance un sourire plein de sous-entendus. Arrête avec ça. Tu sais bien que c'est juste un ami, réplique Eva. Pour toi peut-être, mais à mon avis, il aimerait être un peu plus que ça, si tu vois ce que je veux dire. Elles se replongent toutes les deux dans le travail. Le temps passe ainsi très vite. 19h, la journée de travail se termine pour les agents administratifs du bureau. C'est le moment du départ. Une voix annonce « Travail terminé, merci pour votre contribution à un monde meilleur ». Les employés sont exténués mais satisfaits d'avoir contribué à la sécurité de la ville. Travailler aux centrales de sécurité est presque un privilège, car ces postes sont gratifiants aux yeux de la société. Mais entre les différents corps de métier, pas de concurrence ni de hiérarchie sociale. Tout le monde est mis sur un pied d'égalité. Les chefs, cadres et dirigeants sont un peu mieux rémunérés, mais sans grand écart de salaire. Cependant, pour les citoyens, il n'est pas question de choisir leur métier. En réalité, tout au long de la scolarité, des tests d'aptitude physique, intellectuelle, mentale et émotionnelle départagent chaque individu. Puis à l'âge adulte, on assigne à chacun un poste de travail en fonction de leurs capacités et compétences. C'est une manière radicale, mais néanmoins très efficace de résoudre les problèmes d'orientation professionnelle et de chômage. 19h30. Eva attend son collègue et ami Thomas durant de longues minutes, mais en vain. Il n'est pas là, pour la première fois depuis 3 ans qu'ils se connaissent. Arrivée chez elle, Eva lance une communication holographique pour appeler ses parents et prendre de leurs nouvelles. Oui maman, je suis bien rentrée à l'heure, ne t'inquiète pas. Papa, ça va. Il ne faut pas vous faire du souci comme ça. Je sais, tu m'as déjà raconté 100 fois ce qui lui était arrivé lorsqu'il n'avait pas respecté le couvre-feu. Je fais attention, ne t'inquiète pas maman. Je suis une fille prudente. Allez, je te laisse. Prenez soin de vous. Elle essaie ensuite de joindre Thomas, mais pas de réponse. C'est étonnant de sa part, se dit Eva, d'autant plus qu'elle avait l'impression de ne pas le laisser indifférent. Bon, on verra demain, finit-elle par admettre épuisée en s'allongeant sur son lit. Et voilà, c'est la fin du premier chapitre, qui est en fait plutôt assez long. Donc si vous voulez découvrir la suite de ce livre et découvrir le deuxième personnage important de l'histoire, vous pouvez aller sur le site de ce livre que je vais mettre en description. Et
si les 3 chapitres vous plaisent et vous donnent envie d'en savoir plus, je vous mettrai